C'est parti. Donc voici le RF 70-200 de chez Canon. Euh, et on voit tout de suite qu'ils sont blancs hein, chez Canon, les téléobjectifs. Hein. Un téléobjectif, c'est un objectif qui zoome déjà pas mal. Donc sur celui-ci, tout de suite, on a un premier bouton, c'est le lock. Alors le lock, il permet de verrouiller la bague de zoom. La bague de zoom, c'est là où il y a mon pouce, hein, c'est cette bague qui permet donc de zoomer ou dézoomer, de se rapprocher ou de s'éloigner de son sujet. Alors pourquoi avoir une bague de lock? Bah, c'est surtout dans les sacs à dos, pour pas que ça bouge, hein, tout simplement pour éviter bah, des pépins, que l'objectif sorte, qu'il reste bien rangé, bien protégé correctement. Donc là, je le déloque, hop, et on voit que là, je suis au 70 mm, parce qu'il y a le petit trait. Et on voit que là, je suis au 100 mm, 135 mm, 200 mm. Donc, plus ce chiffre est petit, plus je suis dézoomé. Ça veut dire plus je vois de choses. Plus ce chiffre est grand, plus je me rapproche de mon sujet. Ça veut dire que, hop, il ne peut pas zoomer, on refait. Voilà, plus ce chiffre est grand, plus ça veut dire que je me rapproche de mon sujet. Dans le jargon, on va dire que j'ai zoomé. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Quand on est plutôt à un grand chiffre et qu'on est proche de son sujet, c'est plutôt que l'on utilise un téléobjectif. Et quand je suis petit, alors c'est pas le cas sur celui-ci, hein, qui s'arrête à 70, mais si j'étais au 24 mm, on est plutôt éloigné de son sujet, on va dire que l'on utilise plutôt un grand angle. Si nous regardons un petit peu de façon plus précise, nous allons passer sur un petit PowerPoint qui va permettre tout simplement de vous expliquer tout ça. Alors, il est un petit peu long, voilà, il arrive, et je le mets en plein écran pour que vous, ça soit facilement regardable. Voilà, vous devez le voir maintenant sur votre vidéo. Ici, vous reconnaissez sûrement d'ailleurs le lieu, je n'ai jamais bougé. Hein, ça montre juste, j'ai juste fait varier en fait la focale, hein, ce qu'on appelle, de mon objectif. Donc j'étais au 12 mm, 24 mm, etc. jusqu'au 800 mm. Et bien on voit bien que le 12 mm, la focale, 12 mm, et ben, c'est un chiffre petit, donc c'est un très grand angle. On voit beaucoup de choses. A l'inverse, le 800 mm, c'est un chiffre très grand, donc on a cette sensation de se rapprocher de son sujet, on voit moins de choses, c'est plutôt une photo de détail. Contrairement aux appareils photo purement où le zoom était numérique au début des années 2000, là on est bien sur un zoom optique, sur un réflexe ou un hybride. Hein. Donc c'est-à-dire que l'on soit au 12 mm, à la focale de 12 mm ou à la focale de 800 mm, il n'y a pas de perte de qualité. Hein. C'est vraiment cet avantage par rapport à des smartphones que l'on peut retrouver avec nos appareils photo. Alors, pour se retrouver un petit peu là-dedans, il faut savoir une chose, c'est que l'œil humain voit l'équivalent de 50 mm. Voilà, c'est la valeur que j'ai mis au milieu avec un petit œil. Ça veut dire que l'œil humain voit en réalité 45 degrés et ça correspond aux 50 mm. Donc si vous avez un objectif qui a une focale de 50 mm et que vous vous mettez dessus, faites l'essai, regardez à travers le viseur, regardez avec votre œil et vous devrez avoir le même champ de vue, le même angle de vue. C'est vraiment important parce que c'est vraiment notre colonne vertébrale, c'est vraiment notre point de repère, si vous voulez, dans ces focales. Alors si vous essayez, vous allez me dire, c'est pas vrai, j'ai l'impression de voir plus avec votre œil. Bah oui, vous avez cette impression, mais elle est fausse. Tout simplement parce que votre cerveau assimile des choses sur les côtés, il vous les montre, vous les interprétez. Mais on parle bien qu'en champ net. Si vous regardez et que vous fixez un point avec votre vue, vous allez voir qu'en termes de netteté, vous ne voyez pas très large. Et donc, c'est bien égal à ce que voit votre appareil photo, parce que votre appareil photo vous retranscrit que l'angle net. Hein. Donc si 50 mm c'est notre colonne vertébrale, et ben quand ce chiffre est plus petit que 50 mm, et ben ça veut dire qu'on voit plus que notre œil, et donc c'est un grand angle. Dans notre exemple, le 12 mm, le 24 mm et le 35 mm sont des grands angles. Alors il y a une petite précision de langage, on parle aussi d'ultra grand angle quand on est encore plus petit. Le 12 mm est un ultra grand angle, alors que le 24 mm et le 35 mm sont uniquement des grands angles. A l'inverse, quand le chiffre est plus grand que 50 mm, on rétrécit notre champ de vision et on voit moins que notre œil humain. On a l'impression de
zoomer. C'est là où on se rapproche de notre sujet. Dans notre exemple, le 105 mm, le 200 mm et le 800 mm sont donc des zooms. Et comme je l'ai déjà dit, on ne parle pas de zoom, on parle de téléobjectif, hein. Téléobjectif est donc l'opposé, le contraire de grand angle. Pourquoi on ne parle pas de zoom? Parce que zoom, ça veut juste dire de passer d'une focale à l'autre. Je peux très bien rester dans les grands angles et juste je tourne ma baïonnette et si je passe de 12 mm à 24 mm, bah, j'ai zoomé. Et pourtant 12 et 24 mm, c'est bien des grands angles. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et puis avec, je vous ai mis des petits logos. Donc c'est peut-être très scolaire, mais ça vous donne des points de repère. Le 12 mm, 24 mm, 35 mm, autrement dit les grands angles, on utilise beaucoup pour les paysages et la photo d'architecture, hein, parce qu'on veut montrer l'immensité de quelque chose. C'est une vue d'ensemble que l'on veut faire. Le 105 mm, 200 mm, 800 mm, bah à l'inverse, c'est plutôt une photo de détail. On veut se rapprocher d'un sujet. Donc j'ai mis une petite loupe pour évoquer la photo de détail, mais ça peut être aussi de l'animalier, du sport, tout ce genre de choses. Et le 50 mm, bah, focale de prédilection de beaucoup de photographes, c'est égal à l'œil humain. Donc on s'en sert quand on veut représenter une scène sur la photo telle que nous la voyons. Donc ça va être bah, évidemment pour le portrait et la photographie de rue, pour ne citer que. Alors, en plus de la focale, tant que nous sommes dessus, il est intéressant un peu de connaître les déformations que peuvent avoir une focale. Parce que si on se met à 50 mm, d'ailleurs c'est pour ça que cette focale est appréciée, parce qu'il n'y a pas de déformation. Tout simplement, comme je l'ai dit, parce qu'elle est égale à l'œil humain. Et par contre, bah, plus on va s'éloigner de 50 mm, aussi bien en grand angle 12 mm, aussi bien en téléobjectif 800 mm, on s'éloigne de l'œil humain, on s'éloigne donc de la réalité, et donc nous avons plus de déformations. Sur cet exemple que je vous propose, nous avons toujours les mêmes réglages, hein, les réglages n'ont pas changé, et c'est juste que l'on zoome, enfin c'est juste qu'on utilise un grand angle ou un téléobjectif. Et bah, le photographe se rapproche ou s'éloigne de façon à avoir le même cadrage. Et on voit bien que quand on utilise un grand angle, le 12 mm, donc déjà le sujet est un petit peu déformé, hein, ça c'est tout simplement de l'optique, hein, c'est qu'on a du mal à avoir les angles des bords de la photo droit, donc le sujet est déformé, et surtout on voit déjà qu'on est plus net, hein. On voit de fait, c'est une photo d'ensemble. On voit déjà que l'arrière-plan, il est visible. Et surtout, on a une notion des perspectives, c'est-à-dire qu'on voit la profondeur. On voit que l'arrière-plan est loin, parce qu'on voit plein de fenêtres, on arrive à comprendre ce qui se passe. On voit parfaitement que c'est un bâtiment en arrière-plan. À l'inverse, si on va au 85 mm, eh ben on a écrasé les perspectives. Ça veut dire qu'on a rapproché, si vous voulez, l'arrière-plan de notre sujet. Et là, eh ben on a un peu plus de mal à comprendre ce que c'est. Bah oui, vu qu'on a rapproché notre arrière-plan du sujet, on voit moins de détails d'arrière-plan. Ça a pour impact de mettre en valeur un peu plus notre sujet. Vu que l'arrière-plan a un peu moins d'importance, eh ben on a l'impression que notre sujet se détache un petit peu plus de l'arrière-plan et donc il est un peu plus mis en valeur. C'est ce qu'on peut retenir. C'est pour ça que on utilise le 12 mm, enfin les grands angles pour des paysages, parce que vu qu'on voit bien l'arrière-plan, et ben sur un paysage, ça tombe bien, on veut bien voir l'arrière-plan, et le 85 mm, ou plutôt les téléobjectifs, on va plutôt les utiliser pour mettre en valeur un sujet, parce que vu qu'on élimine un petit peu l'arrière-plan en se focalisant sur le sujet, et ben ce dernier est plus mis en valeur. Et c'est pour ça que les focales de portrait, on parle à partir de 50 mm, 80, 100, 105 mm. Ce sont des vraies focales de portrait parce que l'arrière-plan, on écrase les perspectives, l'arrière-plan a moins d'importance et donc notre sujet est sublimé. Voilà un petit peu aussi sur cette focale. Je reviens sur ma caméra donc au point et je leur relance l'enregistrement. Donc moi, si on regarde, c'est un 70-200, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est donc un téléobjectif. Je pense que ça commence à être clair pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Alors, on va aller sur les boutons tout de suite. Voilà, c'est relativement simple. Sur celui-ci, on voit que j'ai un bouton full et un bouton 2,5 mètres à l'infini. Je ne sais pas si ça marche, si je me rapproche. Parfait. Et bien tout simplement, c'est la zone dans laquelle l'appareil photo, enfin du moins l'objectif, va faire la mise au point. Full, c'est qu'il fera l'objectif sur toutes les distances. Même si mon sujet est proche de moi ou très éloigné de moi, l'objectif sera capable de faire la mise au point dessus. Et 2,5 à l'infini, vous l'avez compris, et ben, l'objectif fera la mise au point uniquement si le sujet se trouve à 2,50 m de moi jusqu'à l'infini. Très loin. En gros, ça veut dire que s'il est plus proche de 2,50 m de moi, à 1 mètre par exemple, l'objectif sera incapable de faire la mise au point.
Alors pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que vu que ce sont des gros objectifs, il y a beaucoup de lentilles à déplacer. Et ça permet de lui dire un petit peu dans quelle plage de mise au point nous allons travailler, et ça permet d'avoir une mise au point plus rapide. Ainsi, en full, j'ai une mise au point un peu plus lente, mais en contrepartie, je peux faire la mise au point partout. Alors que là, j'ai une mise au point plus rapide, mais en contrepartie, je ne peux pas faire la mise au point sur les sujets qui seront trop proches de moi. Autofocus, manuel focus. Alors, qu'est-ce que l'autofocus? L'autofocus, c'est comme votre œil, c'est là où vous posez votre regard. Ça sera donc l'endroit le plus net de votre photo. L'autofocus, ça veut dire que c'est l'appareil photo qui fait la mise au point tout seul. On verra que dans un autre cours, c'est un très bon mode. Alors, hop, je recoupe la caméra parce que j'en ai pour un petit moment. Et comme ça, on repasse sur moi. L'autofocus, c'est un très bon mode, hein. On peut vraiment faire confiance à sa caméra, mais on peut en gros être en autofocus, mais quand même lui dire où est-ce qu'il va faire la mise au point. C'est-à-dire que c'est toujours l'appareil qui fera la mise au point, mais vous pouvez dire à l'appareil, je veux que tu fasses la mise au point là, je veux que tu fasses la mise au point là, je veux que tu fasses la mise au point là. Mais ça reste en autofocus, c'est-à-dire que c'est toujours l'appareil qui va patiner, qui va chercher la netteté pour que vous puissiez avoir la photo la plus nette possible. En manuel focus, c'est terminé. L'appareil ne fera plus la mise au point. C'est vous carrément avec l'objectif en tournant une bague, autrement dit celle-ci, donc ça dépend des objectifs, mais on tourne une bague pour faire la mise au point. On regarde dans le viseur, on tourne dans la bague, quand on voit que dans le viseur la photo est nette, on prend la photo. Alors, je ne recommande pas forcément d'être en manuel focus. Je préfère que vous soyez en autofocus et que vous maîtrisez bien ce mode avec peut-être plein d'autres options qui gravitent autour, mais ça sera beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que le manuel focus, déjà, vous êtes dépendant de votre vue. Ça veut dire que vous regardez à travers un viseur, est-ce que le viseur est bien réglé? Est-ce que vous avez 10 sur 10 aux deux yeux? C'est-à-dire que vous pouvez croire que vous avez bien réglé votre manuel focus, prendre la photo, mais finalement vous pouvez croire que c'est net, mais peut-être qu'en réalité, ça ne l'est pas. D'autant plus, imaginez, sur des sujets en mouvement. Un sujet en mouvement, il est toujours à des distances qui changent par rapport à vous. Ça veut dire qu'il faut toujours réadapter la mise au point. Donc constamment, vous serez en train de bouger la bague et en fait, bah, vous ne serez plus du tout concentré sur la photo, mais uniquement dessus. Donc ça me paraît en tout cas très laborieux de faire ça. Et là, vous vous dites, bah, quoi ça sert donc d'avoir ce bouton si tu nous dis toujours de rester en autofocus? Bah, tout simplement, déjà parce que c'est, sensuel, sensoriel, tactile, ce que vous voulez. Ça veut dire que c'est un côté argentique à l'ancienne de bouger cette bague pour faire cette mise au point. C'est pas désagréable, c'est plaisant. Si on fait la démarche d'être sur un appareil photo, c'est qu'on veut reprendre la main sur un maximum de choses, contrairement à un smartphone où on met de côté côté tout le côté technique, tout le côté mécanique, on ne se pose pas trop de questions, ça va dans le bon sens. Bon, mais c'est surtout qu'il y a dans certaines conditions où l'autofocus n'arrivera pas à faire la mise au point. Et il y en a deux principalement. Quand il fait trop sombre, c'est juste que l'appareil photo ne voit pas, comme votre œil, hein. Donc l'appareil photo, pour lui, il n'arrivera pas à faire la mise au point parce qu'il n'y aura pas assez de lumière. Dans ce cas-là, pourquoi pas, nous pouvons repasser en manuel focus bah, pour quand même faire la photo. L'autre chose, l'autre cas, pardon, si votre sujet manque de contraste, par exemple un mur blanc. Sur un mur blanc, il n'y a pas assez de contraste. Donc, si vous voulez, l'autofocus n'a pas assez de détails pour vous dire quand la photo sera nette ou pas nette. Et s'il n'arrive pas à vous dire, s'il n'arrive pas à vous dire que la photo est nette ou non, eh ben, il ne prendra pas la photo, il ne fera pas la mise au point. Donc là, encore une fois, on peut repasser en manuel focus pour quand même prendre cette image qui nous intéresse. Quand même, parce qu'il faut mieux avoir une image, parfois, même un peu moins bonne, que pas du tout d'image. Bon, quoique, il faut en discuter. Il faut voir la qualité de votre image, évidemment. Euh, voilà pour ça. Je repasse sur ma caméra au point. Et je relance mon enregistrement. Alors, à chaque fois, je dis je relance mon enregistrement parce que vous ne le savez pas, parce que je ne vous ai pas mis les rushs, mais parfois j'oublie de lancer l'enregistrement. Alors, je parle et en fait, la caméra au point ne filme pas. Bon, erreur de débutant. Voilà, donc c'est ici, hein, autofocus, manuel focus, et moi c'est cette bague-là, ici, celle-ci, que je tourne pour faire la mise au point. Ok? Le stabilisateur. Alors le stabilisateur, bah, c'est déjà gage de qualité quand votre objectif en a un, et c'est tout simplement pour éviter vos flous de bouger. Alors je dis bien vos flous de bouger, et pas le bouger de vos sujets, hein. C'est juste votre propre tremblement que ça élimine. Si vous photographiez une personne qui court, ça ne va pas l'immobiliser, ça va pas l'immobiliser. Cette personne courra toujours, bien évidemment. Et là, vous allez me dire, bah pourquoi on-off? Qui peut le plus, peut le moins? Bah oui, je vous recommande d'être toujours en on,
presque. Mais pourquoi est donc un bouton off? Eh bien, tout simplement parce que parfois, euh, eh ben, il n'y aura plus de mouvement de votre part. Par exemple, si vous mettez pardon, votre appareil photo sur un trépied, eh bien, vous ne tremblez plus, donc il n'y a plus besoin de mettre la stabilisation. Et je dirais même, la stabilisation, elle dérange, parce que si vous ne tremblez plus parce que votre appareil photo est sur le trépied, ça va perturber la stabilisation et elle va quand même chercher, travailler à compenser un mouvement qui n'existe pas. Et finalement, c'est ce petit moteur de stabilisateur qui va créer lui-même un mouvement et un défaut sur votre image. C'est pour ça, quand on est sur trépied, on désactive la stabilisation. De vous à moi, bon, j'ai jamais raté de photo parce que j'avais oublié d'enlever la stabilisation sur un trépied. Il faudrait vraiment zoomer à 100%, 200% pour voir un léger flou créé par le mécanisme de stabilisation qui n'avait pas lieu d'être là. Bon, ok. Mais vous savez, en photographie, on est toujours là pour s'améliorer, donc c'est un petit conseil à savoir. On rentre dans le vif du sujet. Moi, la stabilisation, j'ai des modes. Mode 1, mode 2, mode 3. Alors je vais repasser sur l'écran principal parce que là encore, j'en ai pour un petit moment. Mode 1, c'est la stabilisation normale. Si vous n'avez pas de mode, c'est que par défaut, vous êtes en mode 1. Si vous n'avez pas ce bouton, c'est que par défaut, votre objectif il est en mode 1. Ça veut dire qu'il va chercher à éliminer tous vos tremblements, qu'ils soient horizontaux, si vous tremblez comme ça, avec l'appareil, ou verticaux, si vous tremblez comme ça avec l'appareil. Le mode 2, il va éliminer uniquement les tremblements verticaux. Ça veut dire juste ceux en faisant ça. Mais il n'éliminera pas vos tremblements horizontaux. Pourquoi? Parce qu'il existe par exemple un type de photographie, la photographie filée, quand vous suivez un sujet comme ça, et vous savez, votre sujet est net, mais derrière lui, vous avez bien la sensation de vitesse, et vous voyez que l'arrière-plan, hop, il bouge comme ça. C'est ce qu'on appelle un filet. Eh bien, il ne faut pas se mettre en mode 2. On peut se mettre en mode 2, justement, pour ça. Parce que si on était en mode 1, eh ben, vous bougerez votre caméra, et en mode 1, il éliminerait en fait le mouvement de votre caméra. Et donc, vous n'aurez pas la sensation de mouvement de votre sujet, parce que votre appareil photo cherchera à compenser le fait que vous suivez votre sujet. Alors qu'en mode 2, il élimine bien les mouvements verticaux, mais il laisse le mouvement horizontal. Donc, sur votre photo, on aurait bien encore la sensation du vélo qui se déplace. Le mode 3, il est plutôt rare sur les objectifs, donc je ne vais pas forcément en parler, c'est quand les mouvements des sujets sont imprévisibles. Tout simplement, c'est pour avoir une meilleure qualité dans le viseur. Ok, je n'utilise jamais. Je vous avoue que je suis très souvent en mode 1. Bon, et pourtant je fais des filets, et si je fais un filet, il faut être en mode 2, parce qu'on aura une meilleure qualité, du moins un filet qui sera plus percutant. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur un objectif? Eh ben, déjà, sur un objectif, on va retrouver le pare-soleil. Bon, ça porte bien son nom. Le pare-soleil, c'est une casquette qui le protège, entre guillemets, du soleil, même si le soleil n'abîme pas votre objectif. Non, c'est tout simplement que sur certaines photos, si le soleil se reflète sur votre objectif, ça peut faire des aberrations chromatiques, ça peut faire comme des petites bulles de lumière que l'on ne veut pas forcément. Alors on met un pare-soleil, tout simplement pour bien garder le contraste de son image et éviter ce type de défaut. Voilà. Bon, et puis ça reste créatif. Parfois, il y en a qui l'enlèvent. Moi, j'enlève parce que justement, je joue avec le soleil qui réfléchit sur mon objectif. Donc, j'enlève. Je vous recommande quand même pour débuter de le laisser, évidemment. Surtout qu'il joue le rôle d'un pare-choc. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un coup, c'est plutôt votre pare-soleil qui va s'abîmer plutôt que la lentille de votre objectif. En parlant de lentilles, une autre chose importante tout de suite, c'est de protéger votre lentille. Et oui, vous pouvez acheter sur Internet des filtres anti-UV. Tout simplement, c'est neutre. Vous le fixez sous votre objectif, ça ne change rien à l'image. Et pareil, si ça se raye, c'est ce filtre qui se raye et non votre lentille. Alors je repasse à ma caméra au point et je relance un enregistrement. Je le dis à chaque fois. On retrouve le diamètre. Voilà, à un endroit, on va regarder moi où est marqué le diamètre de mon objectif. Voilà, ici non, même pas, même pas, même pas, même pas, même pas, même pas. Alors, tiens, c'est marrant. Normalement, le diamètre, donc là, on a la distance. Ah, je l'ai trouvé tout à l'heure pourtant quand j'ai préparé. Voilà, ici on a le diamètre 70 mm. Effectivement, tous les objectifs ont des diamètres. Alors, ça ne veut pas faire la mise au point, évidemment. Voilà. Tous les objectifs n'ont pas des diamètres égaux.
Donc il faut bien acheter un filtre du diamètre qui correspond à votre objectif. Et pourquoi anti-UV? Je sais pas trop, anti-UV, ça veut pas dire grand-chose finalement, il faut juste retenir que ça ne modifie pas votre photo. Voilà, les filtres qui modifient vos photos auront d'autres noms. Alors, on a déjà fait un bon tour. Alors, je repasse un petit peu sur ma caméra parce qu'il y a une petite chose auquel on n'a pas parlé, et ça peut parfois, ça a pu en embêter certains. C'est ce qu'on va retrouver, alors voilà, ici, ce petit terme-là, alors la mise au point. Pourtant, je l'ai réglé, hein, la mise au point, c'est quelque chose évidemment que je maîtrise, mais alors sur cette caméra, hop, voilà. Ici, on voit 0,7 mètres, ou en feet, hein, 2,3 feet, jusqu'à l'infini. Et ben, ça vous indique dans quelle plage votre objectif est capable de travailler. Ça veut dire qu'il peut uniquement réussir à prendre la photo, du moins uniquement réussir à faire la mise au point, si votre sujet se trouve à 70 cm de vous jusqu'à l'infini. En gros, ça veut dire que si votre sujet est plus proche de 70 cm, 50 cm par exemple, ben, il arrivera tout simplement pas à faire la mise au point. Ou alors il peut peut-être faire la mise au point, mais la photo peut être floue. Donc ça, il faut faire attention, parce que quand vous faites un peu de macro, vous pensez faire de la macro avec un objectif qui n'en est pas un, on a une tendance à se rapprocher, et puis on dit « Ah, il ne fait pas la mise au point », bah, tout simplement, c'est qu'on est trop proche de son sujet, et que l'objectif bah, n'est pas fait pour, il n'arrive pas à faire la mise au point, et que la photo ne se prend pas, ou la photo est donc floue. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense qu'on a fait un bon tour. On va finir avec le diamètre de mon objectif, parce qu'il y a évidemment quelque chose de très très important qui se retrouve dans l'objectif, hein. C'est que tous les objectifs ont des diamètres différents, je l'ai dit. Et quand on débute, on croit que c'est parce qu'ils zooment, parce que c'est un grand angle, parce que c'est un téléobjectif. Certes, ça joue un peu, mais pas forcément. Quand on reprend mes premières vidéos donc sur l'histoire de la photographie, bah, le diamètre de l'objectif, c'est comme le trou dans mon sténopé, et c'est par là que rentre la lumière. Donc en gros, tout simplement, plus mon objectif a un gros diamètre, bah, plus il fait rentrer de la lumière, et plus mon objectif a un diamètre petit, moins il fait rentrer de la lumière. Donc ça, c'est quelque chose vraiment important à savoir. Si vous avez un objectif très grand diamètre, ça ne veut pas forcément dire qu'il va aller très loin ou qu'il va voir large, ça veut peut-être tout simplement dire que comme une grande fenêtre, il fait rentrer beaucoup de lumière et donc il va pouvoir photographier dans les endroits sombres. Voilà. Donc on se rappelle qu'avec l'histoire de la photographie, c'est ce qu'on a appelé donc le diaphragme, hein, le trou dans le sténopé, et cette valeur, on y reviendra évidemment dans une vidéo à part entière, hein, cette valeur, on la retrouve ici, le f2.8. Voilà, le f2.8 indique, en valeur optique, évidemment, le diamètre de mon objectif. Et plus cette valeur est petite, plus mon objectif est ouvert, plus cette valeur est grande, bah, moins mon objectif est ouvert. On verra pourquoi tout ça, parce que ça paraît pas clair, hein. Le truc mémotechnique, c'est plus c'est petit, plus c'est grand, plus c'est grand, plus c'est petit. Mais j'aime pas ça, parce que quand on fait des solutions mémotechniques, c'est qu'en réalité, on n'a pas compris. Donc dans une vidéo, évidemment, je vous l'expliquerai très clairement pour que vous compreniez. Voilà sur l'objectif. Pour terminer, on va faire le lien avec le capteur, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo. Et c'est pas si simple, ça va être un peu le moment incertain de ma vidéo. Tout simplement parce que le capteur joue un rôle en fait sur la focale, hein. Vous vous rappelez, la focale, c'est ce que j'ai dit au tout début, hein, de 12 mm jusqu'à 800 mm, ok. Mais comprenez que votre capteur, c'est ce qui capte l'image, c'est ce qui fixe la lumière, c'est ce qui enregistre l'image. Et bien si le capteur est très grand, et ben tout simplement, ça veut dire qu'il va enregistrer beaucoup d'informations de l'image, il va voir beaucoup de choses. Si le capteur est tout petit, vous comprenez que votre capteur va enregistrer moins de choses, hein. Et ça, bah, en fait, ça donne un coefficient sur la focale. C'est-à-dire que parfois, sur votre objectif, vous croyez être au 50 mm, mais en fonction du capteur qu'il y a derrière dans votre appareil photo, peut-être que ce n'est plus un 50 mm, peut-être que ça devient un 35 mm, ou plus généralement, peut-être que ça devient un 70 ou un 100 mm, parce que votre capteur, bah, vu qu'il est grand ou il est petit, eh ben, il n'a pas pu attraper toutes les informations, toute la lumière que lui envoyait l'objectif, tout simplement. Alors,
On va regarder ça ensemble avec un PowerPoint qui résume ça. Et puis, j'essaierai d'être plutôt bon après avec un petit dessin pour vous l'exercer. Voilà. Sur ce PowerPoint, on voit qu'on a plusieurs tailles de capteurs. Effectivement, le plein format qui est un capteur professionnel, un grand capteur, et qui est utilisé donc par beaucoup, même des amateurs d'ailleurs, mais des pros aussi. On retrouve la PSC qui est aussi un grand capteur, qui peut être aussi utilisé par les pros et les amateurs sans aucun souci. Et on va retrouver aussi les micro-capteurs qui sont des bons capteurs, mais qui sont des capteurs plus petits. Et puis encore plus petits, on va retrouver les capteurs que nous avons par exemple sur les smartphones. Le plein format est donc notre point de référence. C'est un grand capteur, il peut enregistrer toutes les informations de l'image, si vous voulez, toute la lumière qui rentre par l'objectif, il est assez grand pour tout capter. Mais si le capteur il est plus petit, forcément il y a des choses qu'il ne pourrait pas attraper. Ça veut dire qu'il y a des éléments qu'il ne va pas pouvoir voir, parce que vu que le capteur est plus petit, il ne pourra pas les enregistrer, ces éléments. Je ne suis peut-être pas très clair. Alors, je vais m'aventurer dans un dessin. On va voir si ça fonctionne. On se retrouve tout de suite. Et nous revoilà donc avec ma tablette graphique. Je préviens tout de suite et j'assume tout ce qui va se passer maintenant, le dessin va être horrible. Mais je garde ce concept parce que, ça, voilà, comme je vous l'ai dit, mais je ne vais pas faire une vidéo complètement aseptisée, je veux garder un peu cette convivialité et rester comme vous me connaissez. Et vous savez que je dessine donc très mal. Alors, c'est parti. Je suis sur Photoshop, on va d'abord essayer de se dessiner rapidement. On prend un petit crayon, un appareil photo. Et voilà. Est-ce que c'est beau. Vous pourrez me faire vos commentaires. Oula, ça c'était par contre très vilain. Vous pourrez me faire vos commentaires après. Voilà, mon appareil photo. Ok. Je vais le dupliquer. Je vais faire un arbre aussi. Voilà, qui me servira de sujet. Arbre. Un peu plus dans mes cordes, mais ça va rester vilain. Mon arbre, comme ça, là, vert fluo, voilà. Et plein de trucs. Là. Hop, voilà. Allez, je duplique ça. Ok. Dans le premier cas, on va imaginer qu'on a un grand capteur. Voilà, mon capteur plein format. Mon capteur plein format, je mets un 35 mm, c'est mon point de référence. Donc un 35 mm est un 35 mm sur un capteur plein format. Là. Donc le capteur, c'est ce qui enregistre l'image, c'est qui fixe la lumière. On va représenter la lumière, clac, comme ça, en jaune. Et bien en fait, ce qui se passe, comme je l'ai expliqué avec l'histoire, avec la convergence et la divergence, hop, avec mon capteur plein format, on voit tout ça. Donc la lumière rentre, elle s'inverse, elle se projette sur mon capteur. On voit que j'enregistre en fait tout ce qui se trouve là. C'est-à-dire que j'aurai une grande partie de mon arbre, j'aurai pas le bas du tronc et j'aurai pas le tout en haut de l'arbre, mais j'enregistre tout ça. Maintenant, si on se met un capteur tout petit, par exemple comme un micro cap-tiers, on va faire tout petit vraiment. Ah, il veut pas. Ok, est-ce que je suis pas sur la bonne slide? Hop. Oh, capteur tout petit, pareil, on va essayer de resimuler la lumière, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe? En plus, c'est même plus un jaune. C'est pas très droit. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? Hop! Et cette fois-ci, j'ai pu enregistrer que ça. Alors, je vois toujours pas le haut et le bas de mon arbre, mais j'en vois encore moins que tout à l'heure. Et oui, regardez, là, grand capteur, petit capteur. Et tout simplement parce que vu qu'il est plus petit, il a donc enregistré moins de choses. Je m'en suis quand même plutôt bien sorti, je vous remercie. Mais j'ai pas le mérite d'être dessinateur, mais au moins de vous expliquer un petit peu plus clairement les choses. Donc, on retourne sur notre PowerPoint. Hop. Et je remets ça. Plein format, c'est donc notre norme, pas de coefficient. Le APS-C est 1,5 fois plus petit qu'un plein format. Ça veut dire qu'il voit 1,5 fois moins de choses. Et le micro-capteur est 2 fois plus petit qu'un plein format. Ça veut dire donc qu'il voit 2 fois moins de choses. Ces coefficients, il faut les connaître. Parce que ça veut dire que si vous achetez un 100 mm sur un plein format, ça ne sera pas un 100 mm sur un APS-C ou sur un hybride. Et oui, si vous avez compris ce que je vous ai dit, vous voulez faire du portrait, vous achetez un 100 mm pour écraser les perspectives derrière. Donc vous allez voir un vendeur, vous lui dites je veux un 100 mm. Ok, si vous avez un plein format, très bien.
Hop, petit problème. Très bien, un 100 mm sur votre plein format, coefficient 1 sera égal à un 100 mm. Par contre, si vous le montez sur par exemple, un micro 4 tiers, eh ben, le 100 mm x 2 deviendra un 200 mm. Donc vous n'aurez pas du tout les mêmes angles de vue, hein. Au lieu d'avoir le portrait, vous verrez effectivement que l'œil. Donc ça ne correspondra pas du tout à ce que vous voulez. Dans mon exemple, c'est le 35 mm. 35 mm sur un plein format 35 mm, c'est 60 degrés. Si vous le montez sur un APS-C, le 35 mm avec le coefficient de 1,5, ça devient un 52 mm. Et vous voyez plus 60 degrés, mais vous voyez plutôt aux alentours de 45 degrés. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. C'est vraiment à connaître parce que, en fonction de ce que vous faites, c'est pour acheter tout simplement le bon objectif, hein, évidemment. Et puis, finalement, ce qui est un peu embêtant, c'est que sur les objectifs parlent que plein format. Et oui, pour que tout le monde parle le même langage, sur les objectifs, on met que le plein format. Et puis d'ailleurs, parce que les constructeurs ne savent pas sur quel type de capteur vous allez monter cet objectif, finalement. Donc ils ont fait ce choix, pardon. Et c'est à vous, dans votre tête, de faire le coefficient pour savoir à combien ça va venir. Si on prend l'exemple du portrait, je veux un 100 mm à tout prix pour faire du portrait. Plein format, j'achète un 100 mm. Si je suis sur un APS-C, je vais plutôt acheter un 70-80 mm x 1,5, je retomberai aux alentours de 100 mm. Et si je suis sur un micro captière x2, je vais acheter un 50 mm, 50 x 2, et bien sur mon appareil photo, ça redeviendra un 100 mm. Voilà ce que je pouvais vous dire pour tout ça. On a parlé donc de l'objectif et du capteur. On a bien vu que le fil rouge qui liait les deux était la focale. En tout cas, j'espère que ça vous paraît plus clair. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!